Every dream in history was considered impossible until it had been accomplished. Behind each achievement, explorers have invented the future by going beyond the frontiers of certainties. They have broken the rules, challenging common assumptions to discover new solutions. Today, solving the environmental crisis seems out of reach. We need the same pioneering spirit that has in the past allowed mankind to achieve the impossible. This is how we will find the solutions to change the world. Bertrand Piccard, the visionary behind Solar Impulse, wanted to demonstrate the incredible potential of renewable energies and clean technologies. Solar Impulse was built to carry this message around the world. Hello, Solar Pulse. Hello, Captain Piccard. I am inspired by your pioneering spirit. You know, Mr. Secretary General, if an airplane like Solar Impulse can fly day and night without fuel, the world, of course, can be much cleaner. Hotel India Bravo, turning final, 02 right. More than an achievement in the history of aviation, Solar Impulse has made an achievement in the history of energy. Let's take it further. What can be done in the sky can be done on the ground. Replacing old and polluting infrastructure by modern and efficient technologies is logical as much as ecological. Convinced that protection of the environment will become a reality only if it's economically viable, Bertrand Piccard has launched the second phase of his action, committing the Solar Impulse Foundation to identify 1,000 solutions that can protect the environment in a profitable way. Developed by startups and corporates, these solutions reduce pollution and improve efficiency in the fields of water, energy, construction, mobility, industry, and agriculture for a better quality of life. Assessed by independent experts and labeled by the Solar Impulse Foundation, they represent the market opportunity of the century, generating jobs and clean growth. In the near future, Bertrand Piccard will travel around the world again to present this unique selection of solutions with one goal: encourage governments, businesses, and institutions to go beyond compromise and set more ambitious environmental targets and energy policies. Here again, the spirit of exploration has a role to play in achieving what many people still consider impossible. And you can be a part of it. Ça pose le cadre. Bienvenue Bertrand Piccard. Je suis vraiment très heureuse et honorée d'avoir cet échange aujourd'hui avec vous. D'autant que ce sera un échange non conventionnel. Non conventionnel pourquoi? Puisque je ne serai pas la seule à poser des questions. Vous allez pouvoir tout au long de cette heure ensemble vous manifester et poser une question à Bertrand Piccard. Question, s'il vous plaît, non édulcorée, non policée. Bertrand Piccard n'est pas un adepte du politiquement correct et il vous répondra lui aussi de manière non policée et non édulcorée. D'autant que quand on a tendance à lui dire que c'est impossible, vous l'avez compris, il a tendance à vous démontrer le contraire, n'est-ce pas? Absolument. Et pour qu'on ait un contact un petit peu plus direct, je vais demander aux techniciens lumière de pouvoir mettre un peu de lumière dans la salle parce que j'aimerais bien voir à qui je parle. Je ne parle pas qu'à Fanny Agostini, j'aimerais parler aussi à ceux dans la salle. Donc si vous pouvez allumer la salle, s'il vous plaît, que je puisse voir. Allumer la salle, allumer la salle. Un tout petit peu plus de lumière, s'il vous plaît. Ça arrive, il y a un petit temps de latence. Vous pouvez relayer?
qu'on allume la salle parce que je parle là et j'ai un grand rideau noir et c'est pas comme ça qu'on va voir les gens qui ont des questions et qui lèvent la main. S'il vous plaît, vous allumez la salle. Y a-t-il quelqu'un dans le cockpit? C'est en cours. Donc on me dit, voilà, dans l'oreillette, c'est en cours. Je vais pouvoir peut-être... La transition lumineuse se fait aussi lentement que la transition énergétique, on dirait. Voilà, très bonne remarque. Merci, parfait, nous voyons vos yeux, vos visages. Impeccable. Bertrand Piccard, parmi vos nombreuses casquettes, vous êtes aussi de formation psychiatre. Et on va commencer par là, par ce prisme-là. Nous allons parler bien sûr de cet impératif de transformer de la société de manière réaliste. Mais est-ce qu'on est prêt finalement? Est-ce qu'on est dans le bon état d'esprit? Je crois qu'il faut déjà définir le mot réaliste par son contraire. Il y a deux choses irréalistes qu'on essaie de faire aujourd'hui. Il y a une partie des gens qui essayent de faire durer le système le plus longtemps possible. Et le système dans lequel on vit, c'est quoi? C'est un système d'excès de consommation, d'excès de production, d'excès de gaspillage, d'excès de déchets et d'excès de destruction du milieu ambiant, de l'environnement. C'est clair qu'on va avec ça vers une catastrophe écologique, mais malgré tout, c'est quand même le courant dominant. C'est quand même ça qu'on voit aujourd'hui, et malgré toutes les tentatives qu'il y a eu d'infléchir une trajectoire pour éviter le désastre, on n'a jamais produit autant de CO2 que l'année dernière, autant de pollution que l'année dernière, autant de problèmes que l'année dernière. Donc c'est clair que cette vision-là de notre planète est totalement irréaliste. Maintenant, il y a une autre chose qui est irréaliste. C'est, quelles que soient nos bonnes intentions, croire qu'on va pouvoir, par une destruction du système, par une décroissance économique, arriver à convaincre le monde entier que l'écologie est quelque chose d'attrayant dans lequel on va devoir s'engager. Et on voit qu'il y a ce conflit entre ces deux extrêmes, avec d'un côté ceux qui vont jusqu'à nier les changements climatiques et de l'autre ceux qui vont se coller les mains sur le bitume et qui jettent de la sauce tomate sur les tableaux dans les musées pour attirer l'attention. L'un comme l'autre, à mon avis, est irréaliste. Parce que la seule chose qui est vraiment réaliste, c'est ce qu'on voit. Et là, je reviens à votre question sur mon métier initial de psychiatre et de psychothérapeute. La seule chose qui est réaliste, si on veut engager un changement, c'est donner confiance dans le changement, c'est donner envie de changer, et c'est de montrer que la situation après le changement sera meilleure que la situation avant le changement. Et aujourd'hui, il n'y a aucune de ces deux parties en présence qui répond aux vrais besoins de la population, qui est de faire envie par rapport au changement. Il y en a un qui montre qu'on va devoir faire des sacrifices, qu'on va être pénalisé, que ça va coûter cher. Et puis l'autre qui montre que de toute façon, on ne réagit pas et qu'on va au désastre écologique. C'est quoi qui donne envie? Est-ce que vous avez envie de choisir l'un ou l'autre de ces camps? Moi, pas. Et j'adore cette chanson de Jean-Jacques Goldman qui se termine par « Et que la vie nous préserve longtemps d'avoir à choisir un camp ». Parce que souvent, quand on nous met dans un dilemme entre deux camps, eh bien, il n'y en a aucun des deux qui convient. Et ce qu'il faut dans ces cas-là, c'est prendre une troisième voie. On a le droit, dans un dilemme, de refuser les deux équations et de dire « j'en veux une autre ». Et moi, je pense que c'est cette autre-là qui est réaliste. C'est une protection de l'environnement, une écologie qui donne envie, parce que ce n'est pas des problèmes qu'on met en avant, c'est des solutions. Une écologie où on ne va pas dire aux gens « vous devez faire des sacrifices pour décarboner », mais au contraire, on va leur dire « vous allez avoir un avantage à moderniser le monde ». Parce que c'est ça finalement qui est le vrai problème. Pourquoi on pollue? Pourquoi on gaspille? Pourquoi on met du CO2 dans l'atmosphère? Parce qu'on a un monde totalement inefficient. Il est là le problème. Et ça, moi, j'ai eu un peu cette révélation quand je volais avec Solar Impulse. Je ne sais pas si on peut voir les images. Vous pouvez mettre les images à l'écran, s'il vous plaît. Quand je volais avec Solar Impulse, il y avait un contraste saisissant entre la modernité
de cet avion qui volait sans carburant, sans bruit, sans pollution, qui pouvait voler jour et nuit à l'énergie solaire, et puis le reste du monde, qui était un monde polluant et archaïque. Et au début, moi, je croyais que j'étais dans le futur avec cet avion, que c'était la science-fiction, mais pas du tout. C'est simplement ce que les technologies d'aujourd'hui peuvent offrir aujourd'hui. Donc, si vous êtes dans un avion comme ça et que vous êtes dans le présent et pas dans le futur, c'est que le reste du monde est dans le passé. Mais ça, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est comme un poisson dans l'eau qui ne sait pas qu'il est mouillé. Nous, on est dans le monde du passé, on croit que c'est normal parce qu'on a toujours vécu là-dedans, mais tout ce qu'on utilise comme système, comme infrastructure, comme processus, sont issus du début de l'ère pétrolière, il y a 100 ans, 120 ans, des moteurs à combustion qui ont 27% de rendement au mieux, alors que mes moteurs électriques avaient 97% de rendement. On vit avec des maisons mal isolées, des chauffages archaïques, des procédés industriels démodés, on a des énergies fossiles qui polluent. Mais le problème, il est qu'on vit dans le passé. Donc aujourd'hui, je pense que si on veut être réaliste et qu'on veut créer de l'engouement, qu'on veut rassembler, qu'on veut fédérer autour de l'écologie, eh bien, il faut moderniser. Et moderniser, ça veut dire rendre efficient. Ça veut dire produire mieux, obtenir mieux, faire mieux en consommant moins. Et ça, c'est la définition de l'efficience. Ce n'est pas un sacrifice, c'est un bénéfice. Et on va arriver à consommer de moins en moins pour entrer dans une économie de qualité plutôt que de quantité. Aujourd'hui, on est dans l'économie de quantité. On vend de la quantité. Alors que dans une économie de qualité, on vend de l'efficience. On vend tout ce qui permet de consommer moins. Et c'est ça qui devient beaucoup plus rentable. Et là, vous réconciliez écologie et économie. Vous pouvez offrir aux écologistes la protection de l'environnement. Vous offrez aux socialistes la solidarité envers ceux qui vont enfin pouvoir payer leur énergie moins cher dans des maisons mieux isolées avec une meilleure qualité de vie. Vous offrez au centre droit un développement économique, entrepreneurial, des créations d'emplois, et puis vous offrez même le luxe d'inclure les souverainistes et les populistes dans l'équation parce que vous leur offrez une indépendance énergétique d'un pays qui produit ses propres énergies localement, avec de la main-d'œuvre locale, qui n'importe plus de l'étranger, des énergies chères et polluantes, et qui peut, de cette manière-là, avoir une indépendance beaucoup plus importante. Donc vous pouvez faire plaisir à tout le monde. C'est pour ça que dans la table ronde précédente, quand quelqu'un a dit « il faut arrêter le en même temps », eh bien c'est, à mon avis, complètement faux. Il faut faire du en même temps et du partout en même temps, parce que toutes les tendances politiques peuvent y trouver leur avantage. Et si on entre dans cette logique-là, je pense qu'on est réaliste, c'est-à-dire qu'on obtient des résultats indépendamment de son idéologie. C'est ça pour moi le réalisme. Je répète, c'est vraiment obtenir des résultats, quelle que soit l'idéologie. Vous êtes également, Bertrand Piccard, plutôt un adepte de la décroissance, mais pas n'importe laquelle. Qu'est-ce qu'il faut décroître ? Mais il faut décroître forcément l'inefficience, la pollution, le gaspillage, la démesure, la folie de notre monde. Tout ça, il faut le décroître, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'on va décroître l'économie parce qu'on a décru tout ce genre de choses-là. Ce que je pense, c'est que le vrai réalisme, ça consiste à faire du profit économique et à développer l'économie dans tous les domaines où on gagne de l'argent en consommant moins. C'est-à-dire avec la qualité plutôt qu'avec la quantité. Alors, quand on parle de décroissance, c'est un immense malentendu. Un immense malentendu. Pourquoi est-ce qu'on veut décroître l'économie qui permet la redistribution sociale de la fortune, qui permet les assurances, qui permet la santé, qui permet l'éducation, qui permet la sécurité? C'est ça le fonctionnement économique régalien. Pourquoi est-ce qu'on veut diminuer ça? Pour diminuer la pollution, l'inefficience et le gaspillage. Il n'y a aucune corrélation entre les deux. Grâce à quoi? Grâce à l'évolution technique qu'on a eue jusqu'à maintenant. Et cette évolution technique, elle est niée par un grand nombre de gens, elle est dénigrée par un grand nombre de gens. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le paradigme a changé. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, c'est vrai que plus on développait l'économie, plus on polluait et plus on consommait. Parce qu'on n'avait pas de solution pour faire autrement.
Aujourd'hui, avec la Fondation Solar Impulse, on a trouvé, je vais vous montrer l'image, je ne sais pas si vous... Oui, on a trouvé 1600 solutions dans le monde. Et c'est de loin pas la totalité des solutions qui existent. Mais on en a déjà trouvé 1600 qui sont capables de découpler le fonctionnement économique et la pollution. Tout ce qui permet d'être plus efficient. Alors, on me dit parfois, ouais, mais tu es un technosolutionniste. Alors, est-ce que c'est du technosolutionnisme de réabsorber la chaleur perdue dans les cheminées d'usine pour la redonner à l'usine, qui évite de perdre de la chaleur, qui évite de perdre de l'énergie et qui évite de gaspiller une partie de la facture énergétique? Est-ce que c'est du technosolutionnisme de réabsorber la chaleur perdue des data centers pour chauffer une ville? Est-ce que c'est du technosolutionnisme de transformer des déchets non recyclables en pierres de construction, en gravier, plutôt que d'aller en extraire dans la nature? Est-ce que c'est du technosolutionnisme de recycler perpétuellement du PET pour garder la même matière qu'on utilise des milliers de fois plutôt que de reproduire systématiquement? Mais pour moi, pas du tout, c'est juste du bon sens. Le technosolutionnisme, c'est autre chose. Le technosolutionnisme, c'est quand on croit que des technologies qui n'existent pas encore aujourd'hui vont nous sauver dans le futur et que ça devient un alibi pour rien faire aujourd'hui. Alors ça, je suis totalement contre. C'est évident qu'on ne va pas pouvoir sauver l'humanité en mettant des nanoparticules dans la stratosphère au-dessus des nuages pour réfléchir le soleil vers l'extérieur et refroidir artificiellement ce qu'on a chauffé artificiellement. Donc vous n'êtes pas un partisan de la géo-ingénierie? Non, absolument pas. Je suis un farouche adversaire de la géo-engineering parce que je pense qu'on n'en a pas besoin. C'est un lobby qui perce de plus en plus. Hein. Oui, mais parce que... Vous étiez d'ailleurs à la dernière COP, mais oui, ils sont présents. La géo-engineering, c'est la manière de faire croire qu'on peut continuer notre système actuel sans le changer et qu'on va pouvoir en corriger les effets plus tard. Donc c'est un alibi pour ne pas agir. Et moi, je fais exactement le contraire. C'est-à-dire, moi, je cherche dans ces 1600 solutions uniquement des solutions qui existent aujourd'hui, qui sont économiquement rentables pour ceux qui les produisent et pour les utilisateurs, et qui protègent l'environnement. Donc, il n'y a aucun technosolutionnisme là-dedans, puisque c'est toutes des choses qui sont là. Mais évidemment, quand j'ai un débat public, non, ça c'était à la radio une fois en direct avec un écologiste qui me dit « Mais Monsieur Picard, arrêtez de dire qu'il y a des solutions alors qu'il n'y a que des problèmes. » Moi, je lui ai répondu « Je ne vois pas comment vous allez rendre l'écologie attrayante en faisant peur comme ça à tout le monde. C'est pas vrai qu'il n'y a que des problèmes. Il faut arrêter de croire qu'il n'y a que des problèmes. Il y a beaucoup de gros et de véritables problèmes et énormément de solutions qui existent pour répondre à ces problèmes. Et c'est pour ça qu'il faut montrer les opportunités qu'il y a dans l'action climatique. C'est pour ça qu'il faut mettre les gens en marche, les mettre en action. Il faut les faire sortir de leur éco-dépression et de leur éco-anxiété pour leur dire qu'il y a un futur. Il y a un futur. Mais le futur, il dépend de nous et des décisions qu'on prend aujourd'hui et de ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous voulez isoler des bâtiments, si vous voulez installer des panneaux solaires, si vous voulez mettre des pompes à chaleur, il n'y a pas assez de main-d'œuvre pour le faire. Alors, au lieu de rester chez soi avec les volets fermés ou de refuser d'aller à l'école, parce que ça sert soi-disant plus à rien d'apprendre quelque chose, eh bien, apprenons les métiers du futur, ceux dont on a vraiment besoin, ceux qui donnent de l'espoir, mais ça donne de l'espoir parce que ça met de l'action, et puis ça permet d'implémenter des solutions absolument partout, à tous les niveaux. C'est de ça qu'on a besoin. C'est pas de fermer les volets et de pleurer chez soi. Et justement, faire bouger les métiers et les compétences, c'est urgentissime. Combien de temps il faut pour faire bouger les métiers et les compétences? C'est ça aussi, puisque la marge de manœuvre que nous avons, elle est quand même vraiment courte. Quand le GIEC dit cette décennie est notre unique fenêtre de tir, cette décennie est cruciale et tout ce qu'on va faire maintenant va influencer le siècle à venir, bon, ben, on est un peu pris de panique, c'est vrai. Comment faire et faire vite? Il faut 11 semaines pour former un ouvrier pour faire des forages géothermiques pour mettre une pompe à chaleur en forant à 180 mètres. Réponse précise. Il faut 11 semaines. Donc il ne faut pas 3 générations. Il faut arrêter de croire que ça prend du temps. Ce qui prend du temps, c'est l'administration. C'est tout ce qui fait que quand on veut faire un plan d'énergie renouvelable ou de rénovation, etc., il faut des années de demandes, de recours, d'opposition, de contre-procès, etc.,
pour finalement arriver à faire quelque chose. Vous avez une société française qui est un fleuron, c'est Akuo Énergie. Ils ont utilisé, ou ils ont voulu, mais ils ont réussi d'utiliser des lacs de carrière. Donc ce n'est pas des lacs naturels, ce n'est pas des lacs où il y a de la vie. C'est juste des mines qui sont remplies d'eau pour poser des panneaux solaires flottants. Ils ont mis 8 ans pour avoir l'autorisation. 8 ans. Donc c'est pendant 8 ans de l'énergie propre qui n'a pas été produite. C'est ça qu'il faut comprendre. Les PV, les panneaux solaires sont interdits par exemple sur des décharges, enfin, sur des anciennes décharges. Donc c'est effectivement du foncier, comme on pourrait dire, qui est inutilisable. Mais oui, mais il y a énormément d'options dans tous les domaines qui sont simplement pas intégrées dans le cadre légal, dans les règles de l'administration. Et c'est ça qu'il faut changer. Les solutions, elles sont là, on peut les mettre en place dès qu'on veut. Mais quand vous voyez par exemple que les marchés publics, qui représentent une très grande partie du renouvellement des infrastructures, ont des règles qui privilégient le prix d'achat et pas la rentabilité sur 10 ans, qu'on appelle le total cost of ownership. Ben, ça veut dire que vous achetez quelque chose qui n'est pas cher sur le moment et qui va vous coûter une fortune sur 10 ans parce que ce n'est pas efficient et ça gaspille l'énergie et les ressources. Au lieu d'acheter quelque chose qui est plus cher sur le moment, mais qui au bout de 10 ans vous aura fait économiser beaucoup plus que la différence de prix. Eh bien, c'est clair que la simple logique voudrait qu'on change les règles des marchés publics, de manière à ce qu'on puisse avoir des choses qui économisent de l'énergie. Un bus électrique, c'est beaucoup plus cher à l'achat. Au bout de 10 ans, vous avez récupéré 400 000 $ de mieux que le prix d'achat. Simplement parce qu'il n'y a pas de maintenance, quasiment pas de maintenance, il n'y a pas d'huile à mettre, il n'y a pas de carburant, etc. Alors, nous, on continue d'acheter des bus diesel parce qu'à l'achat, c'est moins cher. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Inde? Ils ont fait un nouveau système de financement où le Premier ministre Modi a commandé 50 000 bus électriques, donc c'est clair qu'à ce moment-là, il a un bon prix. Ces bus électriques sont prêtés aux communautés, dans les villages, où personne n'aurait la possibilité d'acheter un bus électrique. Et comment ils payent? Ils payent au kilomètre. Ils ne payent pas en achetant le bus, ils payent au kilomètre. Et le kilomètre est 25% moins cher qu'avec un bus diesel. Et comme ça, on a une amélioration de la qualité de vie, de qualité de l'air, une transition énergétique, etc. Mais c'est sûr qu'on a aujourd'hui des obstacles administratifs de gens qui croient que c'est impossible, qui croient que c'est cher, qui croient que c'est difficile, et puis qui mettent un temps infini à changer. Mais on pourrait aller beaucoup, beaucoup plus vite, parce que les solutions sont là. N'hésitez pas, hein, je vous le rappelle, à lever la main et à adresser vos questions. D'ailleurs, voilà, une question à l'avant. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, n'hésitez pas. N'hésitez pas. On est là pour discuter, on est là pour se comprendre et essayer de voir comment fonctionner en fédérant des avis différents. Bonjour. Bonjour. Ma question venait du fait que vous vous vendez comme un technosolutionniste, mais au final, dans la plupart des exemples que vous venez de donner, le problème vient plutôt de l'ordre du public ou de l'administratif, enfin bref, du légal qui ne suit pas, entre guillemets, avec les technologies et les solutions techniques qui, elles, sont là. Du coup, est-ce que finalement, plutôt que de se concentrer sur la technologie, est-ce qu'il ne vaut mieux pas se concentrer sur la sphère publique et sur la transition du système public pour promouvoir ce genre d'investissement et d'utilisation de la technologie qui, elle, existe déjà? Alors, moi, je me concentre sur la démonstration que les solutions existent. On a été partout dans le monde, dans des fonds d'investissement, dans des start-up, dans des associations de clean tech, dans des incubateurs, pour voir ce qui existe. Et on a trouvé dans les domaines de l'eau, de l'énergie, de la mobilité, de la construction, de l'agriculture, de l'économie circulaire, du recyclage des déchets, de l'industrie numérique, etc. On a trouvé des centaines de solutions qui sont très peu connues et qui pourraient être utilisées. Puis on s'étonnait qu'elles ne soient pas utilisées. Donc on a demandé à ces innovateurs, mais parfois c'est des grands groupes aussi, hein, on leur a demandé pourquoi leurs solutions ne sont pas utilisées. Et c'est là qu'on a vu que le cadre légal, le cadre administratif, etc., ne favorise pas du tout l'innovation. Quand vous avez tout à coup un nouveau système pour construire un immeuble,
eh bien, il y a beaucoup de gens qui vont dire « oui, mais on ne sait pas si ça marche ». Alors, vous avez les assurances qui disent « nous, on veut attendre avant d'assurer ça parce que c'est nouveau ». Vous avez les fonctionnaires qui disent « oui, mais il faudrait qu'on puisse le certifier ». Et puis tout ça, ça prend un temps fou. Mais pendant ce temps, vous avez quand même un système qui s'appelle Dramix, fait par une multinationale belge. C'est des agrafes en acier qui sont mélangées au béton et qui permettent de mettre 2 fois moins de béton, 2 fois moins d'acier, de vendre moins cher la construction et d'économiser 50% d'émissions de CO2 et de pollution. Donc ça, c'est la réalité des faits. Alors maintenant, moi j'appelle ça du bon sens, j'appelle pas ça de la haute technologie. Quand vous avez des agrafes en acier qui permettent d'avoir un béton plus compact et de pouvoir en mettre moins, c'est juste du bon sens. Quelles sont les innovations et les solutions qui vous ont le plus bluffé lors de ce World Tour des solutions? Il y en a une que j'ai vue il n'y a pas longtemps, à Lac, dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est une entreprise qui s'est développée sur l'ancien plateau gazier pour reconvertir l'industrie locale en industrie propre. Eh bien, ils fabriquent des molécules qui reproduisent l'odeur des phéromones, donc des hormones sexuelles des insectes. Et avec ça, ils peuvent sélectivement avoir l'odeur de chaque insecte séparément. Et quand ils répandent cette odeur sur les cultures, ça empêche les mâles de trouver les femelles et de se reproduire. Donc au lieu de mettre des pesticides qui tuent tout, vous mettez une odeur qui permet juste d'éviter la reproduction d'un type d'insecte sur vos cultures. Eh bien ça, pour moi, c'est extraordinaire comme évolution. On n'est même pas sur les questions d'ordre climatique, c'est vraiment des solutions que vous labellisez qui vont dans le sens de la transition écologique avec un grand T. Donc là, on est sur plutôt les pesticides. On est sur l'environnement, absolument. Mais tout est imbriqué. Pour moi, le climat fait partie de l'environnement, mais l'environnement est plus large que le climat. Et aujourd'hui, quand vous avez des climato-sceptiques, il ne faut pas commencer à leur dire « oui, mais le climat, c'est changé par l'homme », les autres vont vous dire « non, ce n'est pas changé par l'homme », et puis c'est un dialogue de sourds. Moi, je pense que ce qu'il faut répondre, c'est de nouveau une troisième voie qui sort du dilemme, se dire « mais écoutez, même s'il n'y avait pas de changement climatique, eh bien, il y a quand même de la pollution, il y a quand même du gaspillage, il y a quand même des produits chimiques toxiques pour la vie des humains, il y a quand même des pertes énormes sur le plan économique à cause de tout ce qu'on gaspille. Et donc, même si on ne tient pas compte d'une urgence climatique parce qu'on n'y croit peut-être pas, eh bien, il y a quand même un impératif économique à faire mieux et à moderniser notre monde. Et moi, je pense que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est absolument sortir de la vision étriquée en silo, où on est pour l'économie, on est pour la finance, on est pour le climat, on est pour l'écologie, on est pour le social, etc., pour voir qu'on doit absolument faire du transdisciplinaire et on n'arrivera jamais à rien si les solutions qu'on amène, qu'elles soient techniques, comportementales, politiques ou sociales, ne satisfont pas à toute l'horizontalité, à toute la transdisciplinarité. Parce que si on laisse quelqu'un derrière, ça ne marchera pas. Si vous avez quelque chose qui est totalement écologique et que ça crée une inégalité sociale, ça ne marchera pas. S'il y a quelque chose qui est extrêmement social mais que ça pollue, ça ne marchera pas non plus. Donc en fait, moi je dis toujours que vous avez un cercle qui représente tout ce qui est rentable. Vous avez un cercle qui représente tout ce qui protège l'environnement. Tant que ces deux cercles s'opposent, vous n'arrivez à rien. Ce qui est intéressant, c'est l'intersection des deux. C'est le moment où ces deux cercles créent une zone commune et que vous regardez dans cette zone commune ce que vous pouvez implémenter. Et ça, vous le faites d'abord, avant de faire le reste. Parce que le reste va être conflictuel, alors que l'intersection va être consensuelle et fédérative. Finalement, vous êtes... Alors, il paraît qu'il y a une question. Encore une question ? Oui, juste là. Oui, justement, toutes ces solutions, il faut les Parlez financer. assez fort, parce qu'on n'entend pas très bien ici. Toutes ces solutions, il faut les financer. Comment fait-on pour convaincre le monde de la finance d'orienter tous ces flux sur vos solutions ? Alors, si ces solutions sont chères et qu'elles ne sont pas rentables, ça ne va jamais intéresser qui que ce soit. Alors c'est pour ça que je parle toujours de solutions qui sont économiquement viables. Ce n'est pas parce que je suis un capitaliste odieux qui veut promouvoir le capitalisme et qui croit qu'il n'y a que le capitalisme
qui va permettre de sauver notre monde, c'est pas du tout ça. Mais c'est que notre monde est un monde de capitalistes, où les décisions se font si les solutions sont rentables, si les solutions créent des emplois. Et si vous arrivez vers le monde économique, financier et politique en disant, écoutez, là on a une solution qui protège l'environnement, mais elle permet un investissement rentable, à ce moment-là, c'est un business model qui, de manière très réaliste, va être adopté. Et c'est pour ça que je suis totalement contre le fait de dire que la transition énergétique coûte cher. Elle ne coûte pas cher en tant que telle. Ce qu'il faut voir, c'est si ça peut être un investissement rentable. Et toutes les solutions d'énergie renouvelable aujourd'hui, toutes les questions les solutions d'efficience énergétique sont économiquement rentables. Donc ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Donc vous investissez au départ et vous récoltez plus que ce que vous avez investi. Donc le monde de la finance va applaudir des deux mains. Alors maintenant, on va faire la partie sociale, parce que ça doit marcher aussi sur le plan social. Vous avez des gens qui ont assez d'argent tout seuls pour investir, ils le feront. Il y a des gens qui ont suffisamment de crédibilité pour emprunter de l'argent, ils le feront. Puis vous avez ceux qui n'ont ni l'argent ni la crédibilité. Et bien cela, il faut ce nouveau business model dans lequel, on appelle ça de l'esco, qu'on appelle ça de la vente d'usage plutôt que la possession du produit. On peut appeler ça comme on veut. Mais le but, c'est qu'on permette à des utilisateurs qui ont très peu d'argent d'utiliser quelque chose qui va leur permettre d'économiser des ressources et de l'énergie. Donc, ils vont pouvoir rembourser le prêt, enfin, ils vont pouvoir payer l'utilisation du système qu'on met chez eux. Ils n'ont pas besoin de posséder une pompe à chaleur pour faire 80% d'économie sur leur facture énergétique. On peut leur mettre la pompe à chaleur et ils la louent. Et de cette manière-là, vous arrivez à faire le social, à faire l'économique, à faire le financier, à faire l'industriel, à faire la création de jobs et à faire l'environnement et le climat, tout en même temps. Moi, c'est ça que j'essaye de viser. Il n'y a pas absolument partout des solutions qui marchent, mais il y en a à peu près partout. Donc, utilisons-les, allons à fond là-dedans. Et puis, dans ce qui n'existe pas encore, il faut peut-être réglementer. Moi, je crois beaucoup qu'il y a certaines choses qui doivent être interdites. Je pense qu'on n'a pas le droit de gaspiller n'importe comment. On n'a pas le droit d'utiliser n'importe quel produit. On n'a pas le droit de polluer impunément. Mais si l'entier de la vision écologique est une vision punitive, sacrificielle et chère, même si on est de tout cœur en compassion avec l'environnement, qu'on veut tout faire de sa vie pour protéger la nature, les gens ne vont pas nous suivre. Les gens ne vont pas nous suivre. On a eu un exemple hyper intéressant en Suisse aux dernières élections en octobre dernier. Les partis verts ont perdu 30% de leurs électeurs. 30%. Alors évidemment, c'était la catastrophe. Tout le monde a été regardé pourquoi. Il y a eu des enquêtes. Et bien sûr, ceux qui ont arrêté de voter pour les partis écologiques, il y a 25% qui ont arrêté parce qu'ils en avaient assez qu'on soutienne des activistes qui se collaient les mains sur le goudron. Et il y en a 27% qui ont arrêté de voter vert parce qu'ils en avaient marre que les écologistes soutiennent le wokisme, en disant ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un truc écologique, c'est un problème de société. Donc ça n'a rien à voir. Donc la moitié des voix perdues, c'était déjà ça. Puis ensuite, il y en avait d'autres pour d'autres raisons. Mais c'est intéressant parce que ça montre qu'il y a une absence de psychologie de la communication qui fait qu'on décourage des gens qui peut-être intuitivement auraient envie d'être écologistes, auraient envie de protéger l'environnement. Mais si on leur donne une vision qui n'est pas attrayante, qui n'est pas enthousiasmante, ils vont s'en détourner, voire même lutter contre cette écologie. Il y a eu un autre exemple passionnant. Le Parlement en Suisse a fait venir des spécialistes du GIEC pour parler de changement climatique. Eh bien, il y a des parlementaires de droite qui ont dit « Nous allons boycotter cet événement parce qu'on ne veut pas participer à une grande messe anticapitaliste ». Je ne dis pas que c'est juste, je ne dis pas que c'est faux, je dis que c'est ce qui s'est dit, c'est ce qu'ils ont fait et c'est ce qu'ils ont déclaré. Donc, quelle est l'image qu'on donne? On donne une image clivante, gauche contre droite, industrie contre écologie, alors qu'on devrait justement chercher les points communs
où on voit qu'on peut faire de la gauche et de la droite en même temps, c'est-à-dire du développement économique et de la protection sociale en même temps, qu'on peut faire de l'industrie qui produit des solutions en même temps que de l'écologie qui protège l'environnement, et qu'on n'arrivera jamais si on en laisse un de côté. Une autre question à l'avant. Oui, alors moi j'ai vu que vous étiez un peu contre la géo-ingénierie, mais moi je me dis quelque part que donc le système déjà de l'avion solaire c'est une bonne chose, mais peut-être qu'il y a des solutions qui vont arriver dans le futur en géo-ingénierie qui peuvent nous sauver. Je pensais au pare-soleil planétaire. Si on n'arrive pas à s'en sortir avec le réchauffement climatique, peut-être qu'on peut trouver quelque chose qui peut nous protéger dans les airs, qui évitera une catastrophe sur la Terre, comme un pare-soleil, par exemple, planétaire. Alors, on se tente le pare-soleil ou pas, Bertrand? Si on promeut le parasol solaire, parasol planétaire, on dit quoi? On dit qu'en fait, on va se protéger artificiellement contre tous les dégâts qu'on fait artificiellement. Et moi, je ne pense pas que c'est ça qui va améliorer la qualité de vie. Il y avait une table ronde, deux tables rondes plus tôt, sur les énergies renouvelables en Afrique. Mais ce n'est pas parce que vous mettez un parasol planétaire que ça va permettre aux énergies renouvelables de se développer en Afrique, de créer de la richesse locale, des emplois, un développement propre, une éducation, plus de santé, etc. Or, les énergies renouvelables, c'est ça qu'elles permettent. Mais si nous, en pays riche, on se met notre parasol, puis qu'on se dit « Ah, on a résolu les problèmes climatiques », ben, il restera les problèmes de pauvreté liés aux énergies fossiles, parce que les énergies fossiles coûtent beaucoup plus cher que les énergies renouvelables. Ça garde les problèmes de pollution, ça garde les problèmes de gaspillage alimentaire, ça garde tout le reste. Donc, faisons très attention aux solutions partielles qui ne donnent pas de réponse. Si maintenant, une fois que vous avez tout fait ce qu'il faut, vous voyez qu'on peut faire mieux en réabsorbant un peu de CO2 avec des processus chimiques, ok, faisons-le. Mais ne nous disons pas, on va pouvoir réabsorber plus tard, donc on continue à en émettre aujourd'hui. On va pouvoir réabsorber le plastique dans les océans, donc on peut continuer à le jeter. Moi, je suis beaucoup plus alors sur le principe de la médecine chinoise que de la médecine symptomatique. On paye son médecin pour de la prévention. On paye son médecin tant qu'on est en bonne santé, et puis on arrête de le payer quand on est malade, parce que ça veut dire qu'il a mal fait son boulot. Et c'est ça que j'essaye de montrer. Toutes ces solutions qu'on a trouvées à la Fondation Solar Impulse, en les récoltant partout dans le monde, c'est des thérapies. Mais c'est des thérapies qui ne sont pas justes pour enlever le symptôme, c'est des thérapies de fond. C'est tout ce qui nous permet d'être modernes, efficients, propres, et en même temps autofinançables, parce que rentables. Donc moi, je préfère ça au parasol planétaire. On préfère l'acupuncture, on a compris. Pardon, madame? En dernier cas, mais bon, voilà. Elle dit en dernier recours, vraiment, quand on aura effectivement tout essayé. Si vous ne me faites pas dire que j'y crois, je suis d'accord de lâcher qu'en dernier recours, dans 50 ans, quand tout est perdu, s'il n'y a plus que ça à faire, faisons-le. Voilà. Une autre question à l'avant. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Bertrand, je propose des solutions alternatives au groupe électrogène où on économise à plus de 90% de l'utilisation de carburant pour le même service rendu. Et en fait, donc ça fait 12 ans que je développe ça et des fois, on est un peu fatigué parce qu'il faut aller de l'avant malgré tout ce système qui ne donne pas encore accès à tout à fait à ça. Donc, comment vous faites pour garder la foi? Voilà, c'est un petit conseil que je vous demande. Merci. Comment on fait pour garder la foi Pour garder la foi, ton énergie, ton enthousiasme, tout ce que vous représentez aujourd'hui. Moi, je garde mon enthousiasme parce que je sais qu'il y a des solutions, que je les vois, que j'ai été les chercher. Et il y a beaucoup de gens que je rencontre qui ne savent pas que ces solutions existent, qui ne savent pas qu'ils peuvent les utiliser et qui dépriment chez eux en se disant « mais il n'y a que des problèmes ». C'est ça qu'il faut arrêter. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment ouvrir son esprit et voir la réalité des choses, mais la réalité sans idéologie. Et moi, je trouve, en tant que psychiatre, mais aussi en tant qu'explorateur, qu'on vit une époque absolument passionnante
où le but n'est plus de découvrir des nouveaux territoires, ça c'était l'exploration il y a 200 ou 300 ans, le but n'est plus de d'envoyer des fusées sur la Lune parce qu'on a déjà été sur la Lune, c'est déjà fait. Le but de l'exploration aujourd'hui, c'est d'améliorer la qualité de vie sur cette planète, c'est de changer le système pour l'améliorer, c'est développer, c'est-à-dire d'utiliser le génie humain pour avoir une meilleure qualité de vie et pas pour continuer à détruire la qualité de vie comme on le fait aujourd'hui. Et vous, Bertrand, vous le vivez comme une aventure? Mais moi, je vis ça comme une aventure, comme une exploration. Je me dis, il y a certaines choses qu'on peut faire, faisons-les. Il y a d'autres choses qu'on ne sait pas encore faire. Alors, explorons, découvrons, innovons. Et rappelez-vous qu'il y a beaucoup de choses qui sont considérées comme impossibles uniquement parce que ça n'a pas encore été fait. Et il y a toujours eu des scientifiques qui basaient leur raisonnement sur des anciens paradigmes et des anciennes connaissances pour décréter que des choses étaient impossibles. En 1903, il y a des experts scientifiques qui ont expliqué, preuve à l'appui, pourquoi un avion plus lourd que l'air ne volerait jamais. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que la seule manière de voler, c'était de flotter dans l'air avec le principe d'Archimède. Donc on peut avoir qu'un ballon rempli d'un gaz plus léger que l'air et avoir cette portance comme ça. Eh bien, il y a eu un autre paradigme qui a été découvert, qui consistait à créer de la portance sur un profil avec de la vitesse. Si vous avez de l'air avec une certaine vitesse sur un profil d'aile, eh bien, ça crée une portance, même si vous êtes plus lourd que l'air. Ce n'est pas que la science a changé, ce n'est pas que les lois de la physique ont changé, c'est simplement qu'on a compris qu'il y avait une nouvelle manière de créer de la portance. Et vous avez ça dans tous les domaines. Le patron d'IBM en 1960 qui a dit « il y aura un marché pour 4 ordinateurs dans le monde ». C'est quand même dingue. Un membre du conseil d'administration de Siemens en 2000 qui dit « n'investissez pas trop sur Internet, ça n'a aucun avenir ». Mais des gens qui sont convaincus que le futur est une extrapolation du passé. Et le futur n'est pas une extrapolation du passé. Le futur, c'est incertain, c'est inconnu, et ça nécessite de nous d'être complètement disruptifs, c'est-à-dire d'apprendre à faire autrement et à penser autrement que tout ce qu'on a toujours fait jusqu'à maintenant. Alors évidemment, si on continue à faire plus de la même chose, on va dans le mur, on va dans la catastrophe, et les catastrophistes ont raison. Mais si maintenant on se remet en question et qu'on a cet esprit de pionnier, qu'on a cet esprit qui consiste à changer les paradigmes, changer les dogmes, changer les certitudes et les habitudes, eh bien à ce moment-là, on entre dans une totalement autre ère qui est celle où on va pouvoir véritablement permettre à l'humanité de se développer harmonieusement. Et ça, c'est extrêmement enthousiasmant et stimulant. On avait une question de monsieur. Oui, merci monsieur Picard pour cet échange et cette vision. Je pense que trop peu de personnes entendent ce discours. Et est-ce que c'est une volonté de votre part de ne pas avoir justement une tribune plus haute pour être plus entendue? En gros, qu'est-ce que tu fais, Bertrand? Pourquoi tu montes pas un peu plus au créneau? C'est ça? Voilà. Ça veut dire pourquoi je ne fais pas de politique, c'est ça? Mais je ne fais que de la politique. Depuis 55 minutes, ici, je ne fais que de la politique. Mais je ne la fais pas dans un parti. Parce que si je fais de la politique dans un parti, je ne serai jamais écouté par les autres. Et si je fais mon propre parti politique, tout le monde va me détester. Parce que je serai un concurrent pour tout le monde. Donc, moi, j'aime beaucoup mieux pouvoir parler à tous les partis politiques, essayer de fédérer plutôt que de cliver, de montrer qu'en fait, le monde en a marre d'être clivé. Vous savez ce que c'est le clivage? Le clivage, c'est le fonctionnement immature d'un enfant de 1 an qui voit le monde tout en bien quand sa maman vient le nourrir et tout en mal quand sa maman ne le nourrit pas et qu'il a faim et qu'il pleure dans son lit et que personne ne vient. Et puis, peu à peu, l'enfant se développe et il a accès à ce qu'on appelle l'ambivalence, où il comprend qu'en fait, le monde est partiellement bon, partiellement mauvais. Sa mère est partiellement bonne quand elle le nourrit et partiellement mauvaise quand elle le laisse pleurer dans son lit. Et ça, c'est le stade de maturité psycho-affective. Et quand on accède à ce monde-là, et à cette maturité-là, on se dit, bien, il y a à gauche certaines choses bonnes,
à droite, certaines choses bonnes, dans l'industrie, certaines choses bonnes, dans l'écologie, certaines choses bonnes. Il n'y en a aucune qui est toute bonne ou toute mauvaise. Mais chaque fois que vous voyez des gens totalement clivés, qui considèrent que tous ceux qui pensent autrement ont tort, c'est des gens immatures psychiquement. Et ça, vous devez le savoir. C'est de la faute de leur mère, vous pensez, du coup? Comment? Ça remonte à l'enfance, du coup? C'est de la faute de leur maman? Mais c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont restés bloqués au stade immature et qui ne sont jamais développés plus loin. Et chaque fois que vous voyez des gens qui sont clivés dans leur fonctionnement politique, il faut que vous sachiez que c'est des immatures. Et quand vous voyez des gens qui acceptent de parler avec d'autres partis, qui acceptent de concilier, qui acceptent de fédérer des idées, etc., ben c'est des gens mûrs à qui vous pouvez faire confiance. Mais le problème, c'est qu'on a clivé aussi la politique et la psychologie, ce qui fait qu'on n'arrive pas à faire les ponts entre les deux, et on ne comprend pas ce qui se passe, et on en souffre. Donc, moi, je pense que c'est absolument fondamental, en tout cas, moi, dans mon esprit, de faire de la politique, mais pas de la faire dans un parti, de manière à pouvoir avoir un discours beaucoup plus franc, beaucoup plus honnête, et puis m'imprégner et me nourrir de ce que les gens me répondent. Moi, ce que je sais, c'est d'après tous ceux qui étaient d'accord ou pas d'accord avec moi, qui m'ont donné leur vision du monde, qui m'ont expliqué pourquoi ils avaient un autre avis, et puis, parfois, ça modifie le mien complètement. Moi, je me rappelle avec honte, j'ai honte de dire ça, mais moi, je me rappelle du moment où je disais que l'éthanol brésilien était un excellent carburant et devait être importé en Europe sans avoir de taxes douanières, parce que ça permettait de résoudre un grand nombre de problèmes de pollution de l'air. Eh bien, non, parce que quand on voit comment est produit cet éthanol en compétition avec la nourriture, on voit que finalement, ce n'est pas une solution. Mais ce qu'il faut accepter, c'est aussi perdre ses propres certitudes, c'est aussi accepter de changer d'avis quand on voit qu'il y a des choses meilleures qui arrivent. Bertrand, vous avez une grande annonce à nous faire. Oui, bon, peut-être que certaines personnes le savent déjà, mais c'est vrai que j'ai un nouveau projet. Comme il n'est pas encore construit, on a fait une ombre. Vous pouvez mettre l'image à l'écran, s'il vous plaît? Voilà. Wow. On a appelé ça Climate Impulse. C'est un avion à hydrogène liquide, pour faire le premier tour du monde sans escale et sans aucune émission. Et c'est un peu mon coup de gueule contre le défaitisme. C'est un peu mon coup de gueule contre l'éco-anxiété. C'est de montrer qu'en fait, on peut s'attaquer à des domaines extrêmement difficiles à décarboner et y arriver. Alors vous allez peut-être me dire, c'est horriblement prétentieux de dire qu'on va y arriver. C'est vrai qu'en fait, on essaye d'y arriver. Je ne peux pas vous promettre qu'on y arrivera. Mais ce que je peux vous promettre, c'est qu'il y a des solutions pour le faire. Et que ça va forcément déclencher beaucoup de polémiques, parce que face à la pollution de l'aviation, vous avez tous ceux qui disent on ne peut pas faire autrement, parce qu'on doit bien transporter des gens. Et vous avez tous ceux qui disent l'avion pollue, il faut l'interdire. Et là aussi, il n'y a aucune des deux équations qui, à mon avis, est correcte. Donc il ne faut pas interdire l'aviation, il faut la décarboner. On pense que c'est impossible, donc c'est pour ça qu'on essaye, parce que si c'était facile, ça n'aurait absolument aucun intérêt. Et ce que je conseille juste à ceux qui sont vraiment sceptiques et qui vont critiquer ce projet, c'est de faire très attention. Parce que si on réussit, ils vont passer pour des imbéciles. Donc il faut faire très attention quand on est sceptique. On peut émettre des doutes, on peut en discuter, mais de dire un truc est impossible, on n'y arrivera jamais, ça laisse des traces, faites très attention. Vous embarquez quand? En ce moment, l'avion est en construction. Je suis associé avec Raphaël Dinelli, qui est un navigateur qui a fait des choses extraordinaires dans les grandes courses au large. Vendée Globe, Route du Rhum, Jacques Vabre, etc.
Il a d'ailleurs gagné la Jacques Vabre. Il est ingénieur en matériaux composites. Il est en train de construire l'avion. On a lancé la construction. J'ai signé le premier gros partenariat avec une entreprise qui s'appelle Syensco, qui amène des matériaux du futur pour nous permettre de voler avec cet avion, des matériaux composites recyclables entièrement, des membranes pour les piles à combustible, des isolations pour les réservoirs d'hydrogène liquide. Et contrairement à Solar Impulse qui avait fait rire le monde aérien, avant qu'on réussisse, cette fois on est soutenu par le monde aérien. Airbus nous soutient, Daher Aviation nous soutient, Ariane Group nous soutient. Et ça change quoi? Ça change que cette fois, on n'est pas considéré comme une aventure inutile par le monde de l'aéronautique. On est considéré comme un banc d'essai, un premier projet expérimental pour montrer que l'avion décarboné d'Airbus en 2035 est une réalité et que c'est véritablement un but qu'on peut essayer d'atteindre. C'est pas du tout de la science-fiction. C'est pas du tout de la science-fiction. Il faut arrêter de raisonner en termes de science-fiction parce qu'on va faire encore plus peur à tout le monde si on dit qu'un monde propre, décarboné, moderne, efficient, beaucoup plus juste sur le plan social, c'est de la science-fiction. Catastrophique de dire ça. Il faut au contraire montrer que c'est une réalité. C'est pour ça que j'aimais beaucoup le terme, le titre du débat, que c'est un changement de société de manière réaliste, pas de manière utopique, pas une fiction, pas un sacrifice qui fait peur à tout le monde, pas une pénalisation qui va faire fuir un grand nombre d'acteurs, mais au contraire quelque chose de fédérateur, d'enthousiasmant, de réaliste, qui fédère et qui doit donner de l'espoir. Et pour terminer cette discussion, Bertrand Piccard, complétez ce texte à trous, s'il vous plaît. Transformer la société de manière réaliste sera possible si et seulement si on abandonne les idéologies pour chercher des solutions là où il y en a et les mettre en place. À bon entendeur, merci Bertrand Piccard.